Tout bien. Alors les gens rentrent peu à peu dans la salle. Bonjour à tous. Nouveau webinaire qui vient clôturer cette semaine de webinaires sur les fonds européens. Avant de nous lancer dans le vif, du sujet, on va diffuser la vidéo que vous avez sans doute déjà vue pour ceux et celles qui ont participé à d'autres webinaires cette semaine et ça permettra à tout le monde d'arriver pour qu'on commence de manière collective ces 45 minutes. Le son Mathias, on n'entend pas le son Mathias. Mathias, on n'entend pas le son. Alors, on me fait dire qu'on n'entend pas le son, on va relancer tout ça. Le son qui marchait tout à l'heure. Tous les 7 ans, l'Union européenne adapte sa stratégie pour répondre aux enjeux des territoires et des populations afin de contribuer à une vie meilleure pour les citoyens européens. Pour la période 2021-2027, les 27 États membres disposeront de plus de 1000 milliards d'euros de fonds européens pour une Europe plus intelligente grâce à l'innovation, la numérisation, la transformation économique des PME. Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone. Une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transport et de communication numérique. Une Europe plus sociale, qui soutiendra les emplois de qualité, l'éducation, les compétences, l'inclusion sociale et l'égalité d'accès aux soins. Une Europe plus près des citoyens pour un développement rural et urbain durable. En France, comme pour la période de programmation précédente, et pour mieux répondre aux enjeux spécifiques des territoires, la gestion d'une partie des fonds européens est confiée aux régions. Ainsi, la région Bourgogne-Franche-Comté est dotée de près de 485 millions d'euros pour la programmation 2021-2027. Plus de 140 millions d'euros pour une économie régionale innovante et compétitive en soutenant les projets de recherche, les projets innovants des entreprises, leurs investissements pour se développer et conquérir de nouveaux marchés. Près de 28 millions d'euros pour une économie régionale tournée vers le numérique, pour soutenir les projets utilisant les nouvelles technologies dans les domaines du tourisme et de la culture, de l'éducation, de la santé et des soins, des services aux citoyens. 121 millions d'euros pour un territoire régional vert et durable. Les projets soutenus permettront de promouvoir les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ou préserver la nature et la biodiversité. Plus de 83 millions d'euros pour développer l'orientation et l'offre de formation régionale à travers le soutien à l'apprentissage, aux actions de formation qualifiantes et la promotion des métiers. 111 millions d'euros pour accompagner le développement durable des territoires. En milieu urbain ou rural, l'Europe pourra notamment soutenir les projets de mobilité durable, de requalification de friches, les villes et villages intelligents et de valorisation du patrimoine. Dans le massif du Jura, l'Union européenne accompagnera des projets permettant de développer le tourisme 4 saisons. Vous désirez en savoir plus? Rendez-vous sur notre site
www.europe-bfc.eu. Alors, bonjour à ceux et celles arrivés plus récemment que les autres. Donc, comme je le disais en introduction, dernier webinaire de cette semaine de webinaires que la région vous a proposé. Des webinaires qui étaient jusqu'alors axés sur les différentes thématiques qui sont éligibles à la programmation 21-27 des fonds européens. Donc, ces webinaires vous avez été présentés par des techniciens spécialistes dans leur domaine. Et on clôture la semaine avec un webinaire transversal qui a vocation à parcourir en 45 minutes la vie d'un projet européen. Donc, vous l'avez compris, en 45 minutes, on va aussi être raisonnable dans l'approche, puisqu'un projet européen, ça dure plusieurs années et on ne pourra pas tout parcourir. En revanche, on va essayer de parcourir ensemble les grandes étapes et de vous donner les conseils, les bons réflexes pour vivre la vie d'un projet européen de manière la plus sereine possible. On sera 3 à vous présenter cela aujourd'hui. Donc Laetitia Roire qui interviendra juste après moi, qui est chargée du pilotage sur la partie FSE+, 21-27 sur le volet régional, et Pierre-Olivier qui interviendra en dernier, qui est chargé du pilotage sur le FEDER 21-27, et donc moi, Mathias Mélier, Pierre-Olivier Charles, je n'ai pas dit son nom de famille, pardon, et moi, Mathias Mélier, s'agissant également du pilotage sur le FEDER 21-27. Donc, je tiens quand même à préciser le cadre de ce webinaire. On va essayer de parcourir ensemble ce qui est commun à toutes les thématiques, en quelque sorte, ce qui est générique pour tous les projets européens. Donc, on ne va pas aller dans un niveau de détail propre à chaque thématique. Ça, c'était plus l'objet des webinaires précédents. Mais là, on va parcourir ce qui nous rejoint tous dans la gestion d'un projet européen. Donc pour ce faire, on vous présente là la frise qui va être le fil conducteur du propos d'aujourd'hui, en partant des prémices d'un projet. Donc la base, elle est chez vous, c'est l'idée d'un projet. Et on terminera sur l'archivage de votre projet. Et on va aller étape par étape en essayant de vous fournir les bons conseils, les bons réflexes pour connaître le moins de soucis possibles dans la gestion d'une subvention européenne. Point technique, le webinaire, comme tous les autres qui ont eu lieu cette semaine, sera bien évidemment disponible en replay, donc vous serez mis au courant de sa mise en ligne. Vous pouvez poser des questions dans le chat et on essaiera d'y répondre soit directement dans le chat, soit par oral au fur et à mesure du déroulé. Si on ne peut pas répondre à tout, ne vous inquiétez pas, il est toujours possible de prendre contact avec nous d'une manière ou d'une autre. Toute question pourra trouver réponse, même si ce n'est pas forcément durant les 45 minutes où l'on se retrouve aujourd'hui. Donc rentrons dans le vif du sujet avec ces toutes premières étapes de la vie d'un projet qui commence par l'idée qui vient des bénéficiaires et qui se termine par le dépôt formalisé de la demande de subvention européenne sur notre plateforme de dépôt. On le dit tout de suite et on ne cessera de le répéter au cours de ces 45 minutes. Clairement, s'il y a un message à faire passer, c'est assurer un dialogue constant, efficace avec les services instructeurs pour éviter des difficultés trop tard dans la vie d'un dossier. Comme le dit ce gentil monsieur Europe dans la slide, un dossier qui est bien ficelé dès le début, c'est des problèmes qui sont évités par la suite. Donc dès les débuts, dès les prémices d'un projet, le bon réflexe est de dialoguer avec nous pour essayer de calibrer au mieux le projet qui réponde au mieux aux attentes européennes. Pour ce faire,
on vous a mis ici les bonnes adresses pour nouer contact avec nous. Alors, il y a trois niveaux différents, dont les objectifs ne sont pas exactement les mêmes, évidemment. Le premier, qu'on vous a listé, c'est notre site internet qu'on a dû déjà vous communiquer dans d'autres webinaires. Le site internet qui est vraiment l'alpha et l'oméga de l'information sur les fonds européens dans la région. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur toutes les étapes de la vie d'un dossier, donc que ce soit nos conditions d'éligibilité jusqu'aux documents nécessaires pour bien monter sa demande de paiement. Le site internet est très riche. Si vous n'arrivez pas à retrouver les infos, vous pouvez tout le temps nous contacter pour savoir où trouver le document. Mais il y a énormément d'informations sur ce site et on ne peut que vous conseiller d'y passer un peu de temps pour vous familiariser avec les fonds européens. Le deuxième niveau, c'est l'adresse mail Mon Projet Européen qui est active depuis peu. Pour les connaisseurs des fonds européens, ça remplace ce qui était jusqu'alors la fabrique à projet. Donc là, on est sur un premier niveau d'accueil. L'objectif des informations qui peuvent vous être communiquées via cette adresse email, c'est de défricher votre projet et de l'orienter vers le dispositif européen le plus pertinent, le cas échéant. Mais on est vraiment dans la phase amont de l'orientation, qui est indispensable pour certains projets, qui ne l'est pas forcément pour d'autres. Et quand vous avez du mal à y voir clair parmi tous les dispositifs qui peuvent exister, le bon réflexe, c'est de solliciter cette adresse email. Et puis enfin, viennent les adresses mail contact par thématique. Donc celles-ci vous ont aussi été communiquées au fur et à mesure des webinaires thématiques. Évidemment qu'à ce niveau-là, on est plus sur un niveau technique renforcé et un accompagnement au montage pour déboucher sur une demande de subvention sur notre plateforme e-Synergie. Donc voilà, trois dispositifs majeurs en termes d'information. N'hésitez pas à le solliciter, à solliciter les trois s'il le faut. L'important, c'est qu'on communique. C'est vraiment une étape clé, même avant que la vie du projet européen commence à proprement parler. Deux questions néanmoins que tout bon porteur de projet doit se poser avant de se lancer dans l'aventure des fonds européens. C'est deux-ci. La première, est-ce que la structure dispose des capacités financières pour assurer la vie de son projet? Parce que les fonds européens viennent en remboursement des dépenses. Donc le porteur de projet doit nécessairement avancer les fonds, parfois bien avant, pour pouvoir faire vivre son projet et obtenir les remboursements au titre des fonds européens. La seconde question indispensable à se poser, c'est aussi en termes de capacité administrative. Les fonds européens, pour celles et ceux qui ont déjà été confrontés, demandent un certain niveau de suivi et de rigueur dans le suivi administratif des dossiers de demande de subvention. Donc là aussi, rien n'est impossible, évidemment. Les services de la région sont là pour vous aider, mais il n'empêche que ça demande de la part des bénéficiaires une certaine organisation en amont pour bien prendre conscience que la vie d'un projet européen, ça commence au dépôt de la demande d'aide, mais ça se terminera aussi bien plus tard et que toutes ces étapes-là, elles demandent de la mobilisation. L'étape qui vient après, comme on l'a déjà évoqué, elle est indispensable, c'est l'échange avec les services. Cette étape-là qu'on aimerait voir systématiquement avoir lieu avant le dépôt formel sur notre plateforme de demande de subvention, elle est indispensable pour bien calibrer le dossier et pour aussi accélérer par la suite les autres phases du projet. Mieux le projet sera monté, ficelé, d'équerre avant le dépôt formel, plus le reste du projet arrivera à se faire rapidement. Donc là, on vous a mis quelques exemples qu'il est bon d'avoir avant tout dépôt de demande de subvention. Mais voilà, comment mettre dans son dossier de demande
de la bonne manière l'articulation avec les objectifs de notre programme 21-27, à quel moment il faut déposer sa demande. Il ne faut pas le faire trop tôt, il n'y a pas d'intérêt, il ne faut pas le faire trop tard non plus, parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Évidemment, on peut aussi évoquer avec vous différents obstacles juridiques majeurs, alors sans rentrer dans les détails, mais voilà, une commande publique qui, dès le début, ne serait pas forcément passée selon des critères compatibles avec les fonds européens. Bon voilà, si on discute à temps et si on peut vous alerter à temps sur ces éléments-là, ça peut aussi être l'occasion pour vous de changer un peu votre procédé et de rendre le projet plus compatible aux fonds européens. Donc, dialoguer avec les services, y compris avant le dépôt de la demande d'aide. Après cette phase de dialogue, viendra pour vous et pour les bénéficiaires la phase de constitution formelle d'un dossier de demande de subvention. Donc, ce dossier de demande de subvention nécessitera de regrouper plusieurs types de pièces. Donc, on vous les a listés très sommairement ici. L'essentiel à retenir, c'est que tout ça a pour but de valoriser votre projet in fine, et que ce qui nous intéresse aussi, c'est bien sûr un descriptif de projet clair, avec un périmètre bien défini, des objectifs clairement établis qui sont compatibles avec les objectifs régionaux indiqués dans le programme FEDER FSE+, 21-27. Et à côté de ça, pour venir appuyer la valorisation du projet, on a bien sûr, on ne peut pas y échapper, toutes les étapes de pièces administratives liées à la structure elle-même, de pièces liées aux dépenses du projet. Chaque type de dépense appellera différents types de pièces. Des pièces également liées aux différentes ressources que peuvent mobiliser votre projet. Vous savez que les fonds européens, bien souvent, c'est la variable d'ajustement dans les plans de financement. Donc, on est très, très attentif aux autres subventions ou autres types de financement que le projet pourrait générer. Et puis après, il y a bien sûr une liste de pièces qui dépendra des caractéristiques techniques de votre projet. Donc, s'il y a de la commande publique dans le projet, on demandera les pièces. Si le projet constitue une activité économique, on demandera des pièces relatives à l'application de la réglementation des aides d'État. Si on s'inscrit dans l'efficacité énergétique, il y aura des pièces relatives à la performance des bâtiments, et les diagnostics que vous pouvez avoir établis. Voilà, donc le détail est bien sûr disponible sur le site qu'on vous a présenté sur les premières slides du PowerPoint. Mais une fois de plus, on insiste, il y a des pièces administratives, mais dans les fonds européens, il y a aussi le descriptif du projet, la valorisation de votre projet. Et c'est vraiment primordial pour nous, pour vous, de ne pas négliger cette étape dans le processus du dépôt de la demande d'aide. Une fois que ce travail est fait, on arrive sur l'étape finale concernant cette préparation du dépôt de votre dossier de demande d'aide. Donc, tout se fait de manière dématérialisée, vous le savez sans doute. On vous a mis le lien là dans le PowerPoint vers lequel vous pourrez être dirigé vers la plateforme de dépôt. Donc, la plateforme de dépôt pour le FEDER et FSE+, géré par le conseil régional, c'est e-Synergie. Et puis pour le FSE+ national, c'est Ma Démarche FSE+. On vous invite quand même à passer par l'intermédiaire de notre site, conformément à l'URL qui est là dans la diapositive, tout simplement parce que sur ce site, vous allez trouver plein de documentation qui vous permettront de vous accompagner dans cette phase de dépôt. Et élément important, on le rappelle, réglementairement, un dépôt de demande de subvention doit intervenir avant l'achèvement matériel de l'opération. Le projet ne doit pas être physiquement terminé pour être éligible au fonds européen. La demande formelle doit intervenir avant, c'est primordial.
On est fini sur cette partie-là qui allait du montage du dépôt, du montage du projet jusqu'à son dépôt formel. Et je vais laisser la parole à ma collègue Laetitia pour la suite. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter les étapes qui vont de l'instruction jusqu'à la demande de paiement. Donc pour commencer par l'instruction, évidemment, la main est passée au service gestionnaire juste suite au dépôt de votre demande de subvention sur notre site internet. Et cette phase d'instruction donc couvre la partie instruction jusqu'à la formalisation concrète, la signature de la convention. L'instruction, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est-à-dire qu'on va vérifier, matérialiser tout un tas d'éléments de vérification, vérification de l'éligibilité de l'opération, vérification du plan de financement, des points techniques tels que les marchés publics et les aides d'État. Les points à avoir en tête pendant toute cette phase, c'est que pour que votre dossier puisse être instruit rapidement, il faut vraiment qu'il ait été travaillé bien en amont avec le service instructeur, avant même le dépôt, avant d'appuyer sur le petit bouton sur Synergie. Et il faut qu'il y ait une collaboration vraiment efficace pendant tout ce temps, puisqu'on peut être amené à vous recontacter. Il peut y avoir des échanges afin de préciser certaines choses, de vous demander des compléments pour que voilà, l'instruction soit vraiment efficace et aboutisse à un dossier le plus sécurisé possible. Une fois que l'instruction est terminée, on passe à la phase d'attribution de la demande d'aide. Donc, elle est composée de 2 étapes. La première, c'est un passage en comité de sélection, un comité régional de programmation. Et le deuxième, c'est la signature de la convention. Donc, concrètement, comment ça se passe? On vous envoie la convention pour signature, vous nous la retournez pour signature et on a chacun après notre petit exemplaire. La convention, c'est le document vraiment important de référence. C'est lui qui va cadrer toute la vie du projet. Ensuite, il décrit le périmètre du projet, le plan de financement, donc les dépenses et les ressources qui y sont associées. Et donc, vous devez vraiment avoir pour réflexe de vous y référer pour la création de vos demandes de paiement ou même pour nous recontacter si besoin. Après cette phase d'instruction, une fois que l'engagement juridique est acté, votre projet suit son cours. Hein, vous me devez même transmettre, ça c'est à voir aussi en fonction avec le service instructeur et en fonction de la durée de votre projet, des demandes de paiement tout au long de la vie de votre projet et obligatoirement une à la fin de celui-ci. Donc c'est la demande de paiement de type solde. Donc voilà, la suite, excusez-moi. La réalisation du projet. Donc il faut bien anticiper la conservation des justificatifs. Donc les justificatifs qui sont liés aux dépenses, aux ressources, à la commande publique. Il faut aussi penser à signaler toute modification de votre projet au service gestionnaire. Donc, en cas de doute, vraiment, il faut revenir vers nous, ne pas hésiter. Si on constate que la modification est importante, notamment l'apparition d'un nouveau cofinanceur, un décalage dans le calendrier, une grosse modification du plan de financement, un avenant pourra être rédigé. Vraiment, le point important, c'est de maintenir le dialogue pendant toute cette période pour pouvoir anticiper la réalisation des avenants en cas de changement et ne pas se retrouver en difficulté quand vient la fin du projet. Donc pendant la réalisation du projet, vous devrez suivre des indicateurs. Alors, ces indicateurs, ils ont pour objectif de rendre compte du projet, de mesurer l'atteinte de certains objectifs. Donc, il y a 2 types d'indicateurs. Les indicateurs de réalisation que vous suivez tout au cours du projet et que vous devez nous transmettre au moment de la demande des demandes de paiement, donc à compte ou solde. Des indicateurs de résultats qui, eux, imposent un suivi au-delà de la durée de l'opération, donc suivi à 6 mois ou à 1 an après la fin du projet, et vous devrez nous transmettre les justificatifs à l'issue de ces périodes. Attention, point de vigilance pour le FSE+, un suivi quand les opérations sont soumises au suivi des participants. Ce suivi est bien anticipé au démarrage de l'opération, puisque vous devez collecter tout un tas d'informations relatives aux participants et remplir un tableau qui les concerne. Donc vraiment, ces indicateurs ne sont pas à prendre à la légère, hein, ils traduisent vraiment la performance de l'utilisation des fonds européens sur notre territoire.
Donc, pour déposer vos demandes de paiement, les références du site s'affichent. Vous devez vous rendre sur notre site L'Europe s'engage en Bourgogne-Franche-Comté. Dans la partie « Je suis bénéficiaire », je dépose ma demande de paiement. Sans demande de paiement, effectivement, il n'y a pas de paiement. Donc, le but référex, c'est de les transmettre au fil de l'eau. Donc, vous permettre de préparer vos demandes, une liste des pièces est attendue. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien partir sur ce site qui aura là encore, comme pour l'instruction, qui comportera des éléments pratiques et notamment la liste des pièces à transmettre. Donc, elle cadre pour chaque catégorie, chaque item, les documents qui sont attendus. Par exemple, pour les dépenses, on va attendre des documents probants tels que les factures, les fiches de paye, d'autres documents en fonction des dépenses qui sont concernées. Pour les ressources, sont attendues les conventions si elles n'ont pas déjà été transmises des cofinanceurs, des justificatifs de versement. Un acquittement pour les dépenses doit être transmis, relevé de compte ou un état récapitulatif signé d'une personne habilitée. Des livrables pour rendre compte de l'opération. Donc ça, il vaut mieux se référer à votre convention pour voir ce qui était prévu pour cette partie-là. Et également tous les éléments relatifs à la publicité du financement européen, où là aussi vous retrouverez des éléments dans la convention et sur le site par rapport aux obligations qui vous incombent. Donc je n'ai pas tout listé, mais en tout cas, voilà, c'est les points importants à retenir pour que votre demande soit le plus complète possible. Donc, pour que cette demande de paiement puisse avancer rapidement, en cas de doute, en amont de ce dépôt de demande de paiement, vous pouvez bien sûr contacter le service instructeur, donc FEDER ou FSE+, pour préparer la demande, pour effectuer certaines vérifications. Comme on l'a vu, il faut déposer la demande de paiement avec le plus complète possible, donc via la liste des pièces. Vous pourrez avoir tous les éléments attendus. Pendant ce temps, une fois que ce temps de vérification, puisque la demande de paiement donne lieu à tout un tas de vérifications, il convient de collaborer efficacement avec les services pour permettre de faire progresser les travaux et de la traiter au plus vite. Parce qu'il peut y avoir des échanges, effectivement, pour redemander des éléments qui n'auraient pas été transmis ou des précisions. Là encore, j'en profite pour vous indiquer que des visites sur place peuvent être réalisées dans le cadre du financement européen dans vos locaux. S'il n'y a pas de questions sur cette partie, je passe la parole à mon collègue Pierre-Olivier pour la dernière partie de ce webinaire. Merci Laetitia. Alors, c'est la fin. Votre dossier s'est bien déroulé, il a été programmé, il a fait l'objet de demandes de paiement, nous avons versé la subvention européenne, tout ça dans un délai très correct. Et est-ce le cap de fin? Non, pas tout à fait. Le dossier peut être soldé, mais dans une logique de bonne gestion des deniers publics, un certain nombre de vérifications complémentaires peuvent encore intervenir à ce stade, dans la vie du projet. Et si le dossier est soldé, les pièces peuvent être conservées jusqu'en 2034 et dans certains cas, il faudra passer par la case audit d'opération. Alors pourquoi les audits d'opération? C'est une étape supplémentaire qui ne concerne pas tous les dossiers, mais une partie assez faible d'entre elles, de vérification complémentaire sur la bonne interprétation, bonne gestion du dossier par le service instructeur et la bonne définition du montant UE qui a été versé. Le maître mot dans cette étape, c'est la traçabilité. Elle est le fil rouge de toute la piste d'audit, toute la vie d'un dossier. C'est la traçabilité, la cohérence de l'exécution du projet avec ce qui avait été mis dans la convention. Tout simplement, la convention reste la pierre angulaire de notre relation entre financeurs et porteurs de projet. Tout y est indiqué et c'est à cette convention que l'on fera référence lors des vérifications et lors d'un éventuel audit. Elle doit permettre d'apporter la cohérence du projet, de la réalisation du projet avec ce qui avait été programmé. On va donc, pour illustrer ces étapes supplémentaires cette étape supplémentaire qui peut intervenir, on va passer en revue à travers 3 slides de focus les thématiques qui sont qui font l'objet de vigilance
de par leur technicité parfois, mais aussi de par leur caractère risqué vis-à-vis de la définition du montant de la subvention à verser. Merci Mathias. Alors, les dépenses éligibles. C'est le premier point de vérification qui va être fait par le service instructeur lors du traitement du CSF et qui peut faire l'objet d'une vérification complémentaire lors d'une phase potentielle d'audit. Il est important de pouvoir justifier le lien entre la dépense et l'opération. Vous avez opéré cette dépense dans le cadre de l'opération sur le même tempo que l'opération. Pour autant, son lien effectif n'est pas toujours facile à démontrer. Parfois, il est évident, parfois moins. On peut avoir besoin d'une pièce pour ce dossier ou d'une machine pour l'exercice, la mise en œuvre d'un projet, mais c'est une machine qui peut être utilisée pour d'autres projets ultérieurement. Voilà, c'est des conditions d'achat et de validation de la dépense qui peuvent être à préciser, toujours en lien avec l'opération. Faire une mention sur la facture ou utiliser le compte comptable de l'opération est sans doute la meilleure façon de relier administrativement, financièrement, un investissement avec une opération. Un point de vigilance, les dépenses acquittées pendant la période d'éligibilité des dépenses, elles doivent bien être acquittées pendant la période d'éligibilité des dépenses. C'est pour ça qu'on définit une période d'éligibilité. C'est bien l'acquittement des dépenses et non pas leur simple commande qui intervient pendant cette période. Donc attention aux dates indiquées dans la convention. En cas de décalage étayé du projet, du calendrier initialement prévu, n'hésitez pas à contacter le service instructeur, l'instructeur qui s'est chargé de votre dossier, pour établir un avenant à la convention, pour éventuellement repousser de quelques mois les dates d'éligibilité, de réalisation de l'opération, pour faire intervenir cette opération en lien avec des éléments contractuels cohérents. Voilà. Ces dépenses, elles doivent intervenir avec une preuve de l'acquittement. Cette preuve, elle peut être manifestée de plusieurs manières, soit par l'établissement d'une attestation signée par un commissaire aux comptes, soit pour le pendant bénéficiaire public d'un agent comptable public, ou par le biais de relevés bancaires. Quand on entend relevés bancaires, ce sont bien des relevés qui sont émis par un établissement bancaire. Des relevés issus d'un logiciel de gestion interne ne sont malheureusement pas opposables. Voilà, c'est un petit point de vigilance. Des points de vigilance également concernant la réglementation de la commande publique. Il est vrai un point dur parfois des vérifications. On le sait, c'est une législation qui n'est pas toujours évidente, qui est exigeante, mais qui doit être, comme toutes les autres, vérifiée à bon escient pour vérifier que ces règles ont été correctement mobilisées et mises en œuvre. Elles concernent les porteurs de projets soumis au code de la commande publique. Donc ce sont évidemment les porteurs publics, mais ce sont également des porteurs non publics, des associations par exemple, qui seraient contrôlées ou financées par des structures publiques. Donc en cas de doute, encore une fois, n'hésitez pas à contacter votre service instructeur pour établir si vous êtes assujetti ou pas à la commande publique. Le moindre doute peut être l'occasion d'un échange avec le service instructeur. C'est un contrôle qui est effectué à l'instruction, qui peut être complété au cours de la vie du projet, parce que l'exécution de la commande publique est également vérifiée. Si un avenant vient modifier les conditions d'exercice d'un marché public, cet avenant pourra être vérifié ultérieurement lors de l'établissement du paiement. Les points essentiels, ce sont la traçabilité. De nombreuses pièces peuvent être demandées. Il faut bien conserver les justificatifs, bien les ranger. Ça peut être touffu, le répertoire de pièces d'un marché public. On parle des documents de consultation, des preuves de dépôt, des preuves de publicité, la phase de sélection des offres, des documents permettant de tracer comment les règles de commande publique ont bien été suivies pour la désignation du bénéficiaire du marché, les éléments de sous-traitance, les éléments d'exécution. Donc on le disait, la phase de publicité, avec un respect des seuils de publicité et bien conserver la preuve de la publication, parce que ce n'est pas toujours évident de se reconnecter sur une plateforme d'achat public après coup pour avoir la preuve de la publicité. L'idéal, c'est un imprimé écran sous forme de PDF qui est conservé et qui nous donne l'assurance que le marché a bien été publié. Un point de vigilance également sur les phases de négociation en MAPA. Uniquement, elles ne peuvent intervenir que si elles sont prévues. Il faut conserver tous les éléments qui permettent de justifier pourquoi on lance une phase de négociation. Comment ont été sollicités les soumissionnaires pour participer à cette négociation, quelle intervention, quelle
sélection a été faite à l'issue de la négociation et comment ont été informés les candidats de l'issue de la phase de liquidation, donc les lettres de refus, les lettres de désignation. Les avenants, je l'expliquais, peuvent être vérifiés tout au long de la phase de vie du marché, donc du projet. Il ne faut pas qu'il y ait de bouleversement de l'économie du marché, sinon une remise en cause en concurrence est obligatoire. C'est un élément qui est valable pour les concessions également. Un dernier point sur la réglementation des aides d'État. Donc, j'avais des questions dans le chat, je vous ai proposé d'y répondre là. Malheureusement, je ne les ai plus à l'écran, on y reviendra juste après dans la phase de questions-réponses. Pour la réglementation des aides d'État. La réglementation des aides d'État vise à ne pas fausser la concurrence au sein de l'Union européenne. Elle est prévue par la réglementation européenne et la mise en œuvre des fonds européens doit bien évidemment s'y conforter. Elle concerne tous les projets qui entrent dans le champ de la concurrence. Attention, c'est une acceptation large. Un projet peut intervenir dans le champ de la concurrence même s'il n'est pas porté par un opérateur public par exemple, qui n'est pas un acteur concurrentiel. À partir du moment où c'est le projet qui intervient dans le champ de la concurrence, on se situe dans une activité concurrentielle. La législation des aides d'État, la réglementation des aides d'État est susceptible de s'appliquer. C'est-à-dire que la subvention européenne attribuée sera adossée à une aide d'État, donc à un texte qui vise à encadrer la façon dont l'aide européenne sera mise en œuvre. C'est quel que soit le statut juridique, donc on l'a dit, hein, les porteurs publics peuvent être concernés, ce n'est pas une façon d'apprécier la qualification d'aide d'État. Dans la plupart des cas, la règle de l'incitativité s'applique. Là encore, on avait une question dans le chat, on y reviendra. La bonne pratique identifiée, ça peut être d'envoyer une lettre d'intention. Vous trouverez le modèle donc sous le lien ici et sur notre site internet, permettant de remplir tous les éléments nécessaires à la constitution d'une lettre d'intention recevable. Celle-ci peut être adressée avant de démarrer le projet. Donc, avant de démarrer le projet, c'est-à-dire avant de signer les actes d'engagement juridique contraignants qui engageraient le porteur de projet à réaliser son projet. Donc, la signature d'un devis, d'un bon de commande, l'émission d'un ordre de service de marché public. À partir du moment où vous émettez si vous faites part du besoin d'une subvention avant l'engagement juridique, vous respectez ces conditions d'incitativité. Si vous vous engagez juridiquement avant d'avoir sollicité une subvention publique, vous rompez cette règle dite d'incitativité, la réglementation pouvant considérer que la subvention sollicitée n'est pas nécessaire à l'accomplissement du projet. Enfin, l'application d'un régime d'aide peut amener le service gestionnaire à limiter le montant de l'aide, les dépenses éligibles et vient d'une manière générale encadrer l'intervention de l'Union européenne dans le cadre d'un projet en fixant un certain nombre de règles. La réglementation des aides d'État étant assez encadrée, vous aurez assez clair, vous pourrez solliciter dès le montage du projet auprès du service instructeur les modalités d'intervention que vous retrouverez dans nos documents de mise en œuvre. Merci, on va passer une phase de questions-réponses, si ça vous convient. Je vous propose de revenir sur les questions déjà posées que j'avais pu lire en amont. C'est une première question de montage. Un projet peut-il être déposé par plusieurs partenaires bénéficiaires avec la désignation d'un chef de file? Oui, tout à fait. C'est la façon de déposer effectivement un projet collaboratif. Il sera déposé par un chef de file et au titre de l'ensemble des partenaires du projet. Mais on est bien sur un dossier unique, au titre du dépôt Synergie. Pour un projet qui ferait l'objet d'une concession d'aménagement, qui dépose la demande? La collectivité ou le concessionnaire? Mathias, si tu veux bien répondre. Ça dépend des cas, c'est vraiment du cas par cas pour le coup, selon les liens financiers qu'ils peuvent avoir entre les deux et la manière dont le projet va être mené par le concessionnaire ou éventuellement l'autorité publique. Donc ça vraiment, on a connu les deux. La bonne formule est à trouver en lien avec les instructeurs. Voilà. Merci. Une question commande publique qui avait été déposée tout à l'heure, je l'avais cité lors de la présentation. Concernant la programmation 21-27, les demandeurs sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté feront-ils l'objet d'un double contrôle
par un cabinet extérieur des pièces de commande publique. Alors effectivement, la région a mobilisé un prestataire pour l'appuyer sur un certain nombre de phases de vérification, notamment les analyses de la régularité de la commande publique. Il ne s'agit pas d'un double contrôle, c'est bien notre prestataire qui effectue ce contrôle sous la direction des services de la région. Et vous pouvez être sollicité effectivement sur la période 21-27 également par notre prestataire dans le cadre de l'instruction du projet ou de son exécution pour la vérification des pièces de marché. Le prestataire peut donc être amené à vous demander la transmission de pièces justificatives. Pourriez-vous préciser les règles d'incitativité? Alors, c'était une question qui avait été effectivement déjà posée dans un précédent webinaire et sur la compatibilité de la signature d'un premier acte d'engagement dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage et son impact sur la règle d'incitativité. Alors, je vais demander à Mathias également de répondre, c'est son champ d'expertise, si tu en es d'accord. Maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre, Pierre-Olivier? Maîtrise d'ouvrage. Maîtrise d'ouvrage. Bon, alors, il y a eu des évolutions au fil des dernières années quant au type de contrat qui pouvait rompre l'incitativité. Pardon. Non, c'était maîtrise d'œuvre, oui, effectivement, c'était maîtrise d'œuvre, on me précise. J'aurais dû maîtrise d'œuvre. Alors, pendant quelques années, au début de la période 14-20, il pouvait y avoir une appréciation qui autorisait la signature des contrats de maîtrise d'œuvre avant le dépôt de la lettre d'intention ou de la demande d'aide européenne. Aujourd'hui, on est sur une approche beaucoup plus prudente et on a tendance à considérer, sauf si les termes du contrat permettent de remettre en cause de manière très très facile et sans conséquences financières le contrat de maîtrise d'œuvre, on a tendance à considérer que la maîtrise d'œuvre doit être signée après le dépôt de la lettre d'intention. La règle de base, c'est celle-là. Merci Mathias. Une règle sur l'application dans le temps des critères d'éligibilité des dépenses. Donc un changement apporté sur les critères d'éligibilité des dépenses peut-il être appliqué de manière rétroactive? Si oui, sur tous les projets, y compris les dossiers soldés, en cours terminé, mais sous audit d'opération. Alors, en fait, on a deux niveaux d'appréciation. On peut avoir deux niveaux de problème. Un critère d'éligibilité n'évoluera pas dans le temps. Son application est un instant T pour l'ensemble des projets programmés généralement ou déposés à ce moment-là et couvrira l'ensemble de la vie du projet. Ce qui peut poser question, c'est l'interprétation, la bonne compréhension de la règle, qui peut, elle, évoluer ou en tout cas être précisée dans le temps. Donc on peut avoir une évolution de la compréhension d'une règle, parfois mal rédigée, en début de programmation au cours de la vie d'un projet. Sur les marchés, y aura-t-il, comme en FEADER 2014-2020, une possibilité de faire une annexe pour que le dossier soit programmé avant le lancement d'un marché public? Alors, en tout cas, sur l'acceptation FEDER FSE, on peut imaginer qu'un projet soit programmé avant le lancement d'un marché public. Alors, je ne sais pas pourquoi ça faisait l'objet d'une annexe dans le cadre du FEADER. Les collègues, n'hésitez pas à compléter si c'est plus parlant pour vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Le contrôle de la commande publique intervenant sur une phase ultérieure de traitement de la demande de paiement, par exemple, de l'avis du dossier. Alors, pour compléter un tout petit peu, on l'autorise pour répondre à des cas qui, pour vous, porteurs de projet, seraient trop compliqués à gérer. Après, pour le bien de tous, pour nous, mais aussi comme pour vous, il est beaucoup plus sécurisé de programmer le projet lorsque les marchés sont passés, tout simplement parce qu'un contrôle commande publique peut entraîner des corrections financières qui sont variables selon le type d'irrégularité. Et c'est plus facile de programmer, pour vous comme pour nous, c'est plus facile de programmer un montant d'aide
qu'on ne va plus toucher à l'avenir en quelque sorte, plutôt que de programmer un montant d'aide, de faire le contrôle commande publique postérieurement et de devoir revenir sur le montant d'aide qui vous a été attribué, puisque ce serait ça la conséquence en définitive. Merci Mathias pour ces précisions. Effectivement, c'est possible, mais ce n'est pas le cas de figure le plus aisé pour le porteur de projet. Alors, je reprends le fil des questions. Est-ce qu'il y aura encore une annexe sur le calcul des marges d'exploitation? Alors ça, c'est dépend du régime mobilisé. Ça dépend du régime, et si le régime mobilisé nécessite le calcul de la marge d'exploitation, il y aura le même type de calcul qu'on va devoir mettre en œuvre, et donc il y aura une annexe. Ouais. Tout à fait, mais c'est pas une règle que nous mettons en Non. œuvre. Alors, une question commande publique peut-être un peu plus technique. La signature d'un MPPE, un marché de... Je sèche. D'un MPPE avec une SPL dans le but de signer un futur MPGP, constitue-t-il un premier acte d'engagement ou est-ce que l'aide d'intention peut intervenir avant la signature du MGPP avec le groupement retenu pour les travaux? Mathias? Complexe, c'est comme tous les types. On a parlé de la maîtrise d'œuvre tout à l'heure. Bon, c'est pas là le cas qui vient d'être décrit, c'est pas un cas fréquent, donc on va pas pouvoir vous donner la réponse maintenant. Si vous voulez une réponse précise, qu'on puisse étudier le cas, il faudra revenir avec les éléments concrets. Mais en fait, tout dépend de la rédaction des différents contrats intervenus, de différentes clauses, et dans quelle mesure elles sont engageantes pour les parties et elles rendent l'investissement irrémédiable. Dès lors qu'un engagement juridique rend l'investissement irrémédiable, il faut nécessairement qu'il ait été conclu après le dépôt de la lettre d'intention. Donc, je ne vais pas vous en dire plus dans le cadre de ce webinaire, mais si les cas précis, vous voulez une réponse pour le cas précis, il faudra nous envoyer par mail les éléments contractuels et le montage précis pour qu'on puisse vous apporter une réponse. Merci Mathias. On a à nouveau des questions sur la maîtrise d'ouvrage. Si la maîtrise d'ouvrage n'est pas présente au dossier, j'imagine que la suite, c'est est-ce que ça remet en cause l'incitativité? Oui, tout à fait. Ce n'est pas une question de financement par le FEDER ou pas, enfin, par les fonds européens. Alors, une question sur peut-être assez précise sur le financement de la rénovation du logement social. La notification de demande d'aide par rapport à un projet de rénovation d'intervenir à quel moment? Surtout, y a-t-il réellement un changement dans la pratique pour les porteurs déjà bénéficiaires pour la période 2014-2020? Alors, pas de changement. La mobilisation du régime SIEG pour le logement social n'oblige pas au respect du principe d'incitativité. Donc, la règle qui s'applique alors, c'est la nécessité de déposer la demande de subvention avant la fin du projet. Une question sur les cofinancements et je vous proposerai après de commencer à clore ce webinaire pour respecter l'engagement horaire que nous avions proposé à chacun. Bonjour, est-ce que les cofinancements sont obligatoires dans les dossiers FSE plus FEDER ou des autofinancements pour la structure peut suffire? Je ne crois pas que nous ayons besoin de... Non, Non, on n'a pas de cas de figure. Je cherche si on avait un cas de figure particulier, mais non. Mathias, merci. Non, il n'y a pas une obligation de cofinancement. Dans les documents de mise en œuvre, on a comme information le taux maximum auquel peut venir soutenir le FEDER ou les FSE+, dans votre projet. On a aussi évidemment les réglementations qui s'appliquent en termes de participation publique à l'échelle d'un projet, hein, que ce soit dans le cadre des aides d'État ou de la réglementation nationale. Je pense notamment aux collectivités territoriales qui doivent avoir un autofinancement minimum. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation de présence d'un cofinancement public ou privé d'ailleurs dans le projet. L'autofinancement peut suffire. Merci Mathias, merci Laetitia. Je crois qu'on a fait le tour des questions qui étaient en attente dans le chat. N'hésitez pas à formuler des questions aux adresses que nous vous avions proposées en début de webinaire pour
pour continuer à vous aider dans le montage de vos projets pour la période 2021-2027. Nous vous remercions pour votre attention et bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.